Je vais vous apporter, comme je le rappelle plus haut, toutes les preuves irréfutables de l'ensemble des spoliations financières dont j'ai été la victime au titre de mes contrats. Ma nouvelle intervention sera concentrée sur tous les dysfonctionnements et malversations financiers que j'ai rencontrés avec mon assureur pendant une dizaine d'années au titre de mes 2 contrats d'assurance vie ouverts en 1994 et 2001. Je vous promets que vous n'aurez pas à regretter d'entendre toutes les révélations scandaleuses de détournements financiers qui se sont produits à votre préjudice et dont je suis très probablement l'un des seuls à les avoir découverts depuis une dizaine d'années. Je rappelle à ce jour que 800 000 personnes sont atteintes de la maladie d'Alzheimer et qu'il existe 6 000 centenaires. Il y a donc de quoi s'inquiéter au vu de toutes les tentatives de malversation exercées par les assureurs qui, en raison de la fragilité de ces personnes, puissent faire qu'elles soient potentiellement abusées. Un système de spoliation organisée. Je reste persuadé qu'une grande majorité d'assurés ignorent de tels abus. Je vais vous apporter, comme je le rappelle plus haut, toutes les preuves irréfutables de l'ensemble des spoliations financières dont j'ai été la victime au titre de mes contrats. Vous aurez tout de suite constaté que nous ne sommes plus dans la situation des contrats en déshérence pour lesquels les capitaux restent très souvent séquestrés, mais cette fois-ci encore plus gravement comme moi, de mon vivant. Tableau numéro 1 du 26 juillet 2005. Ce tableau avait été adressé après plusieurs relances que j'avais faites auprès de mon assureur et il présente la caractéristique suivante, c'est qu'il manque 11 valeurs omises, il y a 11 valeurs en moins, et il y a des erreurs de calcul ici qui sont préjudiciables pour moi de 20%. Je vais mettre tout en œuvre par mes révélations pour que la majorité des autres souscripteurs soient le plus largement informés. Nous avons là, je le crains, des preuves de connexion entre toutes ces institutions qui, au plus haut niveau, s'entendent sur votre dos afin de se dérober devant leur obligation de telle manière de vous dégoûter que vous abandonniez toutes vos démarches. Ce tableau du 21 septembre 2006 m'a été adressé 14 mois après le premier tableau 2005. Il l'a été bien sûr après que j'ai assigné mon assureur en justice. On s'aperçoit que les 11 valeurs omises dans le premier tableau ont bien été répertoriées, que les montants et erreurs de calcul ont bien été rectifiés. Et nous reviendrons sur une SICAV ici dont les frais d'entrée sont de 0%. Les erreurs de calcul ont été également rectifiées. Le portefeuille au 36-2013, composé de 6% de produits émis par le gestionnaire X, a été porté subitement à 90% suite aux achats effectués sur mes 2 contrats en quelques journées début septembre 2004. Dans son rapport, l'expert, page 41, reconnaît que ces transactions n'ont pas été gérées dans mon intérêt et que le courtage de ces opérations ont conduit à des frais de transaction très importants. Il est paradoxal de constater également, page 44, que les placements sont faits sur les mêmes supports, exactement dans les mêmes proportions pour les 2 contrats, alors que le choix de gestion choisi n'était pas le même. Le gérant de mes portefeuilles a fait tout simplement le contraire de que ces éminentes personnalités ont acquiescé stupidement, mais surtout dans le but d'informer le plus largement possible tous les souscripteurs potentiels qui sont dans l'ignorance totale de tels abus financiers, de détournements d'actifs dont ils sont ou ont pu être les victimes. Depuis 10 ans, j'ai été spolié de dizaines de milliers d'euros par mon assureur. Bonjour madame, bonjour monsieur. Comme je vous l'avais promis dans ma première intervention vidéo du 22/5/2014, c'est avec plaisir que je reviens vers vous. Vous avez été nombreux à visiter mon site et je vous remercie vivement. L'objectif principal de ma nouvelle intervention sera concentré sur tous les dysfonctionnements et malversations financiers que j'ai rencontrés avec mon assureur pendant une dizaine d'années au titre de mes 2 contrats d'assurance vie ouverts en 1994 et 2001. Je sais qu'il va me falloir beaucoup de temps pour discourir, mais je vous prie avec insistance de visionner la totalité de cette vidéo. Je vous promets que vous n'aurez pas à regretter d'entendre toutes les révélations scandaleuses de détournements financiers qui se sont produits à votre préjudice et dont je suis très probablement l'un des seuls à les avoir découverts depuis une dizaine d'années, en 2004 puis en 2010-2011.
Je vais à plusieurs reprises revenir au cours de cette vidéo sur les différents tableaux et états qui m'ont été envoyés par mon assureur et dont je vais vous apporter preuve à l'appui, ce que je ne cesse de dénoncer. Je tiens à revenir auparavant sur toutes les affaires que nous entendons de plus en plus souvent concernant les contrats en déshérence non réclamés. La récente condamnation de Cardiff d'un montant de 10 millions d'euros est la plus importante amende infligée. Encore que deux autres affaires aussi graves devraient, on nous l'a promis, sortir. On s'aperçoit que les bénéficiaires désignés rencontrent pour un grand nombre d'énormes difficultés pour obtenir de son assureur le règlement des capitaux qui doivent leur être transmis après le décès des souscripteurs. Il est paradoxal de constater dans ces affaires que les réponses apportées par les assureurs ont toutes les mêmes explications. Absence de contrat, règlement déjà effectué, etc. Ce qui pourrait laisser supposer qu'une entente concertée entre tous ces derniers serait susceptible d'exister. Un président d'une association lyonnaise, l'EDAB, M. Jérôme Brugère, n'a pas de cesse de dénoncer ce qu'il appelle un système de spoliation organisé. De par son incontestable expérience depuis 14 ans, il s'est fait avec succès l'un des meilleurs défenseurs des souscripteurs d'assurance vie et plus particulièrement de leurs bénéficiaires. En raison de toutes ces affaires de tentatives de détournement d'actifs évoquées dans les médias, j'ai pris la résolution de rédiger un projet de lettre que je demande à tous les souscripteurs d'assurance vie d'adresser à leur assureur par voie de recommandé avec accusé de réception. Si certains venaient à ne pas recevoir de réponse dans un délai raisonnable, je leur conseille surtout très vivement de ne pas hésiter de relancer sa compagnie jusqu'à ce qu'ils obtiennent satisfaction. Je conseille également en plus à tous les souscripteurs de contrats de prévenir par précaution le ou les bénéficiaires qu'ils ont désignés. Je rappelle à ce jour que 800 000 personnes sont atteintes de la maladie d'Alzheimer et qu'il existe 6 000 centenaires. Il y a donc de quoi s'inquiéter au vu de toutes les tentatives de malversation exercées par les assureurs qui, en raison de la fragilité de ces personnes, puissent faire qu'elles soient potentiellement abusées. De plus, leurs clauses bénéficiaires sont-elles toujours en adéquation avec les personnes qu'elles ont désignées et dont certaines sont peut-être déjà décédées? Il existe actuellement, selon la Fédération française des sociétés d'assurance, FFSA, 58 millions de contrats d'assurance vie. Je vous rappelle une nouvelle fois que 1% de ces souscripteurs détiennent des portefeuilles de plus de 500 000 euros. Sur les 1 500 milliards d'euros représentant la collecte actuelle de ce placement à long terme, je vous laisse imaginer les sommes que ces derniers disposent au sein de leurs contrats. Vous avez vous-même très probablement dans votre entourage au moins un ou plusieurs souscripteurs de tels contrats. Je vous demande de bien vouloir communiquer au plus grand nombre mon site assuranceviespoliation.com afin qu'ils le visionnent, car je reste persuadé qu'une grande majorité d'assurés ignorent de tels abus. Après ces propos liminaires, je vais vous apporter, comme je le rappelle plus haut, toutes les preuves irréfutables de l'ensemble des spoliations financières dont j'ai été la victime au titre de mes contrats. Vous aurez tout de suite constaté que nous ne sommes plus dans la situation des contrats en déshérence pour lesquels les capitaux restent très souvent séquestrés, mais cette fois-ci encore plus gravement comme moi de mon vivant. Je vais à cet instant faire une coupure et commenter les deux premiers tableaux qui m'ont été adressés par mon assureur en 2005 et 2006. Tableau numéro 1 du 26 juillet 2005. Ce tableau avait été adressé après plusieurs relances que j'avais faites auprès de mon assureur et il présente la caractéristique suivante, c'est qu'il manque 11 valeurs omises, il y a 11 valeurs en moins, et il y a des erreurs de calcul ici qui sont préjudiciables pour moi de 20%. Je vais maintenant, avant de faire d'autres coupures, aborder d'autres explications générales sur les recommandations de l'autorité de contrôle prudentiel, l'ACPR, dont le président actuel est le gouverneur de la Banque de France, donc placé sous l'autorité hiérarchique du ministère des Finances. J'ai adressé le 17-12-2011 en recommandé un courrier à mon assureur pour qu'il veuille bien me fournir, par exemple, chaque fin d'année, certains renseignements. Frais de courtage, de gestion administrative, enregistrement des écritures comptables. Par lettre du 29 décembre suivant, il s'engageait à me répondre, mais depuis, j'attends toujours. Le vice-président de cette autorité, M. Levaux, à qui j'ai également adressé dernièrement 2 courriers recommandés, n'a pas jugé bon de me répondre, pas plus que ne l'avait fait auparavant Mme Nouy, secrétaire générale appelée depuis à occuper de hautes fonctions au sein de l'Europe. Toujours sur les instructions de la CPR,
j'ai expédié un autre courrier recommandé à mon assureur le 22/3/2013, en signalant que les situations de fin d'année au 31 décembre n'étaient pas totalement conformes à l'article A123-7 du Code des assurances. Malgré sa promesse de me répondre également, j'attends toujours de la voir venir. Depuis ces dates, n'obtenant aucune réponse, j'ai saisi le service médiation de la FFSA, dernier recours selon lui avant de procéder à un procès, et m'a intimé de suivre toute une procédure réglementaire. Cette fédération me demandait tout d'abord de saisir le service conciliateur de mon assureur, qui, après moult relances, m'a adressé un courrier le 11 juillet 2013, complètement inouï, allant jusqu'à me dire que mes correspondances étaient jugées surabondantes. À qui la faute, je vous le demande. N'acceptant pas cette réponse qui éludait les véritables raisons de ma saisine, j'ai dû saisir à nouveau le service médiation de la FFSA, qui n'a pas cessé ensuite de m'adresser des réponses sans aucun fondement, jusqu'au jour où je me suis adressé de nouveau au président de la FFSA, M. Bernard Spitz. Je rappelle qu'il n'a pas de cesse que de demander à travers les médias à tous les souscripteurs qui veulent bien accorder, sans restriction, toute leur confiance aux assureurs. Qu'ils soient convaincus, qu'il n'arrivera jamais à me convaincre et que je vais mettre tout en œuvre par mes révélations pour que la majorité des autres souscripteurs soient le plus largement informés. Ne souhaite-t-il pas me répondre personnellement? Il a donc chargé le 18 février 2014 son secrétaire général, M. Volkovitch, de le faire à sa place. Je tiens à souligner que pendant cette période de 30 mois, 28 lettres ont été échangées de part et d'autre avec mon assureur, la CPR et cette fédération. En conclusion, au risque de me répéter, aucune réponse ne m'a été apportée par ces destinataires sur le fond aux questionnements que j'avais soulevés. Nous avons là, je le crains, des preuves de connexion entre toutes ces institutions qui, au plus haut niveau, s'entendent sur votre dos afin de se dérober devant leur obligation de telle manière de vous dégoûter que vous abandonniez toutes vos démarches. Je suggère donc à tous les souscripteurs, plus particulièrement à ceux qui ont des contrats libellalité de compte, d'adresser à leur assureur le même courrier que j'ai envoyé le 17 janvier 2011 et 23 mars 2013, et dont vous trouverez un projet de lettre sur mon site. Pour revenir à la lettre de M. Volkovitch, ne dit-il pas tout d'abord deux énormes inepties impensables et déconcertantes? Je vais vous lire cette lettre. Il ne nous appartient pas, en tant qu'organisme professionnel, de prendre position dans une affaire au demeurant complexe, qui concerne les relations d'une société d'assurance, membre de notre fédération, avec l'un de ses assurés. Concernant le service de médiation, il n'est par nature indépendant de la hiérarchie de la FFSA. Et nous n'avons pas qualité pour intervenir dans ces dossiers. Le médiateur lui-même est d'ailleurs désigné par un collège composé pour 2 de ses 3 membres par des personnalités indépendantes de la Fédération. Le président de l'Institut national de la consommation et le président du comité consultatif du secteur financier. Ce service de médiation m'a toutefois indiqué avoir déjà répondu dans cette affaire à une saisine de votre part pour vous indiquer qu'il ne peut traiter votre demande dans la mesure où une décision de justice est déjà intervenue, ce qui serait contraire à la charte de médiation. Tout d'abord, concernant l'indépendance de la hiérarchie de la FFSA au sein de ce collège de médiation, il rappelle qu'il est composé de 3 membres. Après avoir cité les 2 premiers sur 3, l'un président de l'Institut national de consommation, et l'autre du secteur financier, il se garde volontairement et maladroitement de citer le 3e membre qui n'est autre, tenez-vous bien, que le président de la FFSA. En quoi, je vous le demande, peut-il nous faire croire que M. Spitz, en qualité de président d'une telle fédération patronale, puisse être indépendant et impartial, par exemple, dans l'analyse des dossiers comme les miens qui sont soumis à ce collège? Il soutient ensuite que dans cette affaire, ce service de la médiation m'a déjà répondu que ma saisine ne pouvait être traitée dans la mesure où une décision de justice était déjà intervenue. Il est regrettable de constater que cette même objection avait déjà été utilisée auparavant par la directrice de ce même service auprès de moi dans son dernier courrier.
Je crains que dans son esprit, il ne fasse également à son niveau une confusion d'ordre juridique. Il s'avère que ma nouvelle saisine, déposée au sujet de ma lettre du 17-12-2011, est d'un tout autre objet, complètement indépendant de ma précédente assignation judiciaire. À la suite de mes objections incontestables, la directrice du service médiation avait décidé tout de suite de reprendre sans délai son action auprès de mon assureur. Mais je reste toujours depuis des mois, septembre 2013, sans aucune nouvelle. Je voulais juger du comportement de ce secrétaire général, occupant un tel poste et qui a tenté manifestement de me tromper, pensant sans doute naïvement à tort qu'en état de faiblesse, je me serais laissé berner. C'était mal me connaître. Ma nouvelle saisine que j'avais déposée auprès de la FFSA concernant ma demande du 17 décembre 2011 n'avait manifestement pas le même objet que ma précédente assignation de juillet 2006 auprès des tribunaux. Le jugement de cette dernière a été prononcé définitivement le 27 octobre 2011, alors que le sujet évoqué dans ma nouvelle saisine remontait à la date du 17-12-2011 et que surtout son objet était manifestement sans rapport et sans relation avec le précédent. Ce tableau du 21 septembre 2006 m'a été adressé 14 mois après le premier tableau 2005. Il l'a été bien sûr après que j'ai assigné mon assureur en justice. On s'aperçoit que les 11 valeurs omises dans le premier tableau ont bien été répertoriées, que les montants et erreurs de calcul ont bien été rectifiés. Et nous reviendrons sur une SICAV ici dont les frais d'entrée sont de 0%. Les erreurs de calcul ont été également rectifiées. Le portefeuille au 36-2013, composé de 6% de produits émis par le gestionnaire X, a été porté subitement à 90% suite aux achats effectués sur mes deux contrats en quelques journées début septembre 2004. Dans son rapport, l'expert, page 41, reconnaît que ces transactions n'ont pas été gérées dans mon intérêt et que le courtage de ces opérations ont conduit à des frais de transaction très importants. Lors de la première réunion d'expertise, le 24-10-2008, j'ai posé au représentant juridique de mon assureur pourquoi il manquait 11 valeurs dans ce tableau. Tous les deux ont soutenu mensongèrement que ces produits avaient été achetés courant juillet-août et qu'ils n'avaient pas à apparaître sur cet état qui ne reprenait que les opérations intervenues début septembre 2004. L'expert est resté très silencieux et s'est bien gardé de prendre position à aucun moment sur ce sujet. Et n'a pas surtout tenu sa promesse de rédiger un procès-verbal qui s'était pourtant engagé de fournir à chaque participant de cette réunion. Ma défense et moi-même lui avons vainement réclamé à plusieurs reprises ce document, de même que pour la deuxième réunion d'expertise du 9 février 2010. Pourquoi ce revirement qui n'a pu servir que les intérêts de mon assureur? Je possédais à ce moment-là dans mon dossier un tableau numéro 3 que je viens de vous montrer, établi par cette compagnie qui laissait bien apparaître que toutes les transactions avaient bien été réalisées sans exception les premiers jours de septembre 2004. Mais je me suis bien gardé de l'extraire de mon dossier. Contrairement aux autres valeurs achetées aux mêmes dates, il n'a pas été prélevé de frais lors de l'achat d'une valeur appelée O'Connor. L'expert, page 29, considère que ce fonds aurait dû se voir appliquer les mêmes frais que les OPCVM actions, soit 1%. Il a simplement constaté que cette erreur m'avait été favorable. Ne s'agissait-il pas là, tout bonnement, que toutes les autres valeurs émises par ce gestionnaire ne devaient pas supporter de frais, obéissant ainsi à une règle de place qui est observée par mon gestionnaire actuel, ce que je rappelle dans ma première vidéo. J'ai défendu ce point lors de la première séance expertale, mais ni l'assureur et surtout ni l'expert n'ont pris position sur le bien fondé de cet usage, ce qui a, selon moi, trompé le tribunal. L'expert, dans son rapport page 40, avait sollicité lors de la première réunion la défense de mon assureur pour qu'il verse à l'expertise des pièces comptables d'autres clients gérés par le même intermédiaire financier, afin de savoir si ces montants de vente massives opérés sur mes deux portefeuilles avaient fait l'objet de pareils mouvements.
Aucun document n'a été remis à l'expert et il a donc reconnu que ces transactions personnelles n'ont pas été gérées dans mon intérêt, ce qui a conduit à des frais de transaction importants. Le premier contrat a été géré selon mon choix d'option dynamique, décidé le 18 août 2000, mais en fait c'est l'option équilibrée qui a continué de perdurer jusqu'en 2007. L'expert sur injonction du tribunal avait demandé en date du 18 mars 2010 à l'avocat de mon assureur que les montants des frais de transaction prélevés de mars 1994 à la fin de décembre 2003 lui soient communiqués. Cette demande n'a jamais été suivie d'effet, ce qui a laissé le libre choix à l'expert d'en estimer le montant en se basant sur le tarif actuel de mon gestionnaire, qui est, comme on l'a vu, largement inférieur. Il reconnaît sans ambiguïté que ces frais avaient tout simplement plus que doublé, ce qui m'a laissé des doutes sur ses qualités d'analyse, puisque selon moi, il était 8 fois supérieur à ce qu'il veut bien le dire. L'avocat de mon assureur, sur la demande de l'expert, a fourni après plusieurs mois la tarification appliquée en septembre 2004, à partir de laquelle les frais de courtage avaient été prélevés par ce gestionnaire indélicat. Ce tarif prévoyait que les frais appliqués sur les OPCVM d'action étaient de 1% et venaient se cumuler aux frais de gestion administrative. À titre d'exemple, les frais de courtage du 4e trimestre 2003 et 1er trimestre 2004, toujours gérés par le même intermédiaire, ont représenté seulement sur cette période 6 110 €. Comment peut-il dire que les frais de mon actuel gestionnaire constituent une base minimale pour me rembourser des frais de transaction de mai 1994 à mai 2003. Il considère que ces frais pouvaient être estimés environ à 5 000 € par an. Il exonère donc ainsi sans coup férir cet intermédiaire financier de n'avoir pu me fournir aucune pièce sur ces frais, alors qu'à la fortune de Pau, il s'est basé tout simplement sur les frais de mon gestionnaire actuel, dont les tarifs sont nettement inférieurs. Je trouve avec le recul cette analyse particulièrement ahurissante et critiquable. Et pourtant, ne reconnaît-il pas que le montant des frais annuels du gestionnaire mandaté au passage par mon assureur est plus du double, un comble. Je déplore les conclusions qu'un expert ait pu dans son rapport. Quand de surcroît, parallèlement, le tribunal l'entérine, avec même qu'il n'a pas permis à ma défense de pouvoir plaider mon affaire, lors de la dernière séance qui allait décider en grande partie de mon jugement. Malgré tous les dysfonctionnements que j'ai subis au titre de mes 2 contrats pour la période de 15 mois, pendant laquelle ce gestionnaire s'est occupé de mes portefeuilles, mon assureur a continué, sans aucune retenue ni aucune pudeur, de me facturer intégralement les frais de gestion administrative contractualisés au titre de mes 2 contrats. Vous remarquerez lors de la présentation des 2 derniers tableaux et des précédents fournis par l'assureur que les chiffres pris dans tous ces tableaux par l'expert ont été corrigés selon lui, des oublis ou des erreurs selon toutes les pièces remises au dossier, page 13. Il dit pourtant qu'il reste certains écarts liés à des erreurs de retranscription, comme la conversion erronée des devises, qui ont donné lieu à confusion entre ces états. Il s'agit, selon lui, d'une simple banalité, mais je déplore également que cette phrase soit autant minimaliste. Vous verrez, à contrario, sur ma vidéo, il n'a pas relevé le quart des erreurs et des écarts produits. Il ajoute, page 33, que la quasi-vente de la totalité du premier comme du deuxième portefeuille apparaît surprenante au regard des opérations effectuées dans la période qui précédait, notamment dans le deuxième trimestre 2003 et premier semestre 2004, seules les 6 caves monétaires avaient été conservées. Il est donc légitime, pour moi, que je puisse m'interroger sur les motifs de cet arbitrage, dont l'assureur n'a pas fourni d'explications satisfaisantes sur le bien fondé, teinté de partialité de toutes ces dissemblances, répétitives entre chacun de ces tableaux. Il est paradoxal de constater également, page 44, que les placements sont faits sur les mêmes supports, exactement dans les mêmes proportions pour les 2 contrats, alors que le choix de gestion choisi n'était pas le même. Je vais m'arrêter ici pour faire une nouvelle coupure afin de vous commenter les 2 derniers tableaux 4 et 5. Je vais vous lire
passage de la lettre qui accompagnait ce quatrième état du 12 septembre 2009, contresigné, tenez-vous bien, par 4 hauts responsables de la banque intermédiaire et qui fera date, vous allez le voir, dans mon dossier. Le gérant, est-il dit, décide de modifier au second semestre 2004 la location de l'actif dans le respect du cadre de gestion qui lui a été fixé, convaincu que l'horizon s'éclaircit et que les marchés d'actions européens et américains retrouveraient dans des conditions plus favorables. Les mouvements opérés en septembre cette année-là ont consisté à procéder à des arbitrages en faveur de produits dont l'espérance de gain était alors la plus forte. L'exposition en actions a été ainsi augmentée et une grande diversification géographique a été recherchée. Je tiens à vous montrer quand même les 4 éminents spécialistes parce que je pense que s'il y en a eu un 5e, il aurait fallu qu'ils signent à côté. Avant les sessions d'actifs de septembre 2004, mon premier portefeuille était composé de 42% d'actions, 48% d'obligations et une part sécurisée de 9%. À la fin du mois de septembre suivant, les actions ont été ramenées à 37%, les obligations ne représentaient plus que 20% du portefeuille. La baisse de la part des obligations a été remplacée par une quantité très importante de placements sécurisés, uniquement émis de plus par ce gestionnaire. Comme vous le constaterez, le gérant de mes portefeuilles a fait tout simplement le contraire de que ces éminentes personnalités ont acquiescé stupidement. Je rappelle que si mon premier contrat avait été géré comme il se devait en option dynamique, prévoyez que le post-action aurait dû comporter au moins 75% de celle-ci. Mon premier contrat, comme vous le constaterez, aurait dû donc être géré selon une option dynamique depuis le 18 août 2000. Elle ne le fut que le 17 août 2007, soit 7 années plus tard, restant ainsi en option équilibrée. Je n'ai toujours pas compris l'entêtement chronique de cet assureur, qui, malgré toutes mes relances pour lui faire constater cet état de fait, je garde pour plus tard, à un moment que je jugerai opportun, de revenir sur le défaut d'application de ce choix d'option. Comment le tribunal peut-il juger à travers ce rapport de 80 pages de tous ces graves dysfonctionnements rencontrés dans ces 4 tableaux fournis par mon assureur sur une période de 4 années? Je me pose des questions sur les conclusions qui sont reprises dans le rapport d'expertise et qui me semblent manquer beaucoup d'objectivité de la part d'un expert agréé auprès des tribunaux. J'avais depuis au moins 2 années pris la précaution d'informer toutes les institutions ci-dessus, y compris mon assureur. Face à leur carence chronique, j'entendais créer mon propre site pour non pas défendre mes propres intérêts, mais surtout dans le but d'informer le plus largement possible tous les souscripteurs potentiels qui sont dans l'ignorance totale de tels abus financiers, de détournements d'actifs dont ils sont ou ont pu être les victimes. Qu'en serait-il si, sans ma pugnacité et ma persévérance vis-à-vis de cette compagnie, ainsi que toutes les institutions de haut niveau qui régissent l'assurance vie, je serais inévitablement spolié de plusieurs dizaines de milliers d'euros sans qu'il m'ait été permis de m'en apercevoir? Qu'en est-il pour tous les autres assurés, comme moi, qui risquent d'avoir été spoliés depuis autant d'années, sachant encore une fois que la prescription n'est que de 2 années? Que s'est-il donc passé pour moi? Par exemple, pour toutes les années de 1994 à 2003 et après, qui se trouvent scandaleusement prescrites. Il serait très intéressant de savoir si ce même gestionnaire exerce toujours la gestion des anciens souscripteurs de mon assureur, qui continue peut-être encore à ce jour d'être géré par celui-ci. Comment la confiance dans ce placement à long terme d'assurance vie, si recherchée par la FFSA, pourrait-elle également, pour des raisons fiscales, encore longtemps perdurer? J'ai contacté plusieurs revues financières par lettre recommandée ou par mail depuis début 2013. Il est saisissant de constater qu'une seule fois, il y a 8 jours, une de celles-ci s'est rapprochée de moi et nous avons pris des accords ensemble. Pourquoi les autres n'ont-elles pas cherché à me joindre? Je me pose beaucoup de questions à ce sujet et sur certains de ces rédacteurs en chef qui interviennent hebdomadairement pour informer les assureurs sur une chaîne financière de la TNT bien connue.
Ils n'ont jamais abordé, sauf à me tromper, ce problème auprès de leurs auditeurs et téléspectateurs, qu'il peut vous arriver, comme moi, de subir de votre vivant. S'agit-il d'une entente concertée? Pourtant, elles ne peuvent pas me dire qu'elles sont restées grâce à moi dans l'ignorance de tels faits. Je les ai invitées plusieurs fois à visiter mon site. Pour en finir, je vous informe, comme je le rappelais dans ma première vidéo, que la direction générale de mon assureur avait subitement, début 2013, pris la décision de reconnaître tous les dysfonctionnements exercés contre moi depuis 2004. Qu'elle en était sincèrement désolée et me présentait toutes ses excuses au nom de sa compagnie. Vous comprendrez que ce courrier est extrêmement important, car il reconnaît de facto qu'il existe bien réellement de gros problèmes justifiant le bien fondé que j'intervienne auprès de vous. Madame, monsieur, au revoir et à bientôt pour une autre intervention sur mon site, et je vous espère très nombreux.